Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Drame au Niger, l'explosion d'un camion-citerne à Niamey fait plus d'une cinquantaine de morts. Tragédie également en République démocratique du Congo avec un nouveau naufrage sur le lac Kivu. Une soixantaine de personnes étaient à bord d'une pirogue qui a chaviré. La garde nationale de la capitale américaine rejoint le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Nous ouvrons le journal par cette tragédie au Niger. 58 personnes au moins ont été tuées et une quarantaine blessées la nuit dernière à Niamey. Le drame a été provoqué par l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé, ce qui a attiré des badauds qui cherchaient à récupérer l'essence qui en coulait. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. C'est un camion-citerne qui devait passer, ou qui devait se garer, qui a en tout cas eu quelques difficultés. Et comme vous le voyez, il y a une pente au moment où il devait se placer. Il a dû se renverser, il était chargé d'essence. L'essence s'est mise à couler, comme d'habitude dans pareilles circonstances. Et des personnes nombreuses, parfois à moto, sont venus siphonner l'essence en question, se servir directement. Malheureusement, l'un des motocyclistes est venu avec sa moto dont il n'a pas éteint le moteur. Il a dû avoir une étincelle qui a provoqué une déflagration, un souffle très fort. Et c'est comme ça que l'incendie est parti. Nous notons malheureusement 55 morts et 37 blessés, dont la plupart dans un état très grave de brûlure de 2e et 3e degré. Autre pays, autre drame, nouveau naufrage a eu lieu sur le lac Kivu aujourd'hui. Une pirogue lourdement chargée de marchandises et de voyageurs a chaviré. 3 corps ont été repêchés dans la journée par les forces navales de l'armée congolaise. De Goma, le reportage de Charlie Kasereka. La pirogue provenait du village de Kazimba, dans la province voisine du Sud Kivu, et s'est dirigée vers les marchés de Kituku à Goma. Le nombre exact des passagers n'est pas encore connu, car le conducteur a réussi à se sauver selon le commandant de la force navale au port de Kituku à Goma. Alerté très tôt vers 6 heures locales, ce dernier a réussi à sauver au moins 35 personnes et repêcher 2 corps. En tout, j'ai sauvé 35 personnes avec mon équipe qui a poursuivi le conducteur de la pirogue qui a pris la fuite avec la liste des passagers. Donc, on ignore leur nombre exact. Nous conseillons souvent aux conducteurs de vérifier toujours la météo du lac avant la navigation, mais ils n'écoutent jamais. Nous demandons aussi un bon équipement pour le travail. Les usagers de ces pirogues, de cultivateurs allant vendre des légumes à Goma, en appellent aux autorités pour que les propriétaires de ces pirogues soient mieux encadrés. Qu'on interdise à ce que les pirogues qui transportent les marchandises transportent aussi les personnes. Puisque une fois ça passe, une deux fois ça passe, mais troisième fois ça casse. Mais on devrait tirer la leçon à partir de ce que nous avons connu la fois passée. Selon les données recueillies sur place, ces naufrages seraient dus principalement au mauvais temps sur les lacs Kivu. C'est le 2e drame en moins d'1 mois, le 16 avril dernier, et notre naufrage a coûté la vie à une centaine de personnes dans des conditions presque similaires. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma. Au Bénin, on est toujours sans nouvelles des 2 touristes français disparus depuis le 1er mai dernier dans le parc de la Pendjari. Les recherches se poursuivent pour les retrouver. Le cadavre de leur guide a été retrouvé samedi dernier dans le parc. Personne ne parle officiellement d'enlèvement et il n'y a pas eu de revendication. C'est une région frontalière du Burkina Faso où opèrent de nombreux groupes armés et djihadistes. Une situation
qui inquiète les habitants de Natetingu à 1 heure de route du parc de Pendjari. Et les gens n'ont pas mis plus de sécurité à cet endroit. Nous perdons la valeur, la seule valeur touristique qu'on a au Bénin. Et ça sera vraiment dommage. La dernière fois, j'ai appris que l'armée allait faire des opérations là-bas, mais tout juste après que l'armée aille faire des opérations, on entend des enlèvements. C'est pas normal. L'armée peut mieux faire son travail. Charles était un ami personnel. La dernière fois que je l'ai vu, c'était juste le mardi passé. Mais après sa mort, vraiment, je suis attristé. Je me demande si le Bénin n'est pas devenu comme le Nigeria. Je me demande si nous sommes vraiment en sécurité au Bénin. Et le guide en particulier, qu'on parle maintenant, c'est un ami à moi. Et c'est un peu difficile pour moi de comprendre comment ça s'est passé. Bon, il s'agit qu'il y a les enquêtes qui se poursuivent pour le moment, mais on souhaite retrouver le reste des gens. Tout porte à croire que c'est les djihadistes qui ont commencé aussi par opérer au Bénin. Des militaires américains et des hauts gradés de l'armée burkinabé se sont récemment rencontrés au Pentagone pour renforcer les liens dans le combat contre le terrorisme au Burkina Faso. Et cette fois, c'est la garde nationale de la capitale américaine qui vient apporter son appui lors des célébrations ce week-end pour marquer son 200e anniversaire. La garde nationale du district de Columbia a profité de l'occasion pour accueillir une délégation des forces armées du Burkina, le dernier pays donc à rejoindre ce programme de partenariat. Reportage Arzuma Compaoré. Protéger la capitale et défendre la nation. Voilà 217 ans que la garde nationale du district de Columbia remplit cette mission. Et comme le veut la tradition, un gâteau a été sorti pour célébrer cet anniversaire lors d'une soirée de gala au cours de laquelle la Jamaïque et le Burkina Faso, deux pays partenaires du district fédéral, étaient invités d'honneur. Le Burkina Faso est le 76e partenaire à rejoindre le programme du département américain à la défense. Nous sommes absolument fascinés de pouvoir soutenir le Burkina Faso et d'aider sa capacité à lutter contre la violence et l'extrémisme dans la région, pas seulement au Burkina Faso, mais également dans la sous-région. Après avoir officiellement lancé le partenariat en février dernier, la garde nationale du district de Columbia et une délégation des forces armées nationales du Burkina Faso se sont retrouvés pour travailler sur les grandes lignes du programme pour les 5 prochaines années. On a eu la participation des membres de la garde nationale avec les partenaires de la force armée burkinabé dans cet exercice Flintlock 2019. On a travaillé ensemble pour avancer nos intérêts dans le secteur de sécurité. Et puis, ce mois-ci, on travaille ensemble pour faire la planification de notre engagement pour les 5 années à venir. Le Burkina Faso est un allié stratégique et un partenaire actif dans la lutte contre les organisations extrémistes violentes. Le nouveau partenariat comprend surtout une assistance visant à renforcer la capacité de ce pays ouest africain dans des domaines spécifiques, contre-terrorisme, maintien de la paix, renseignement et consolidation des institutions de défense. Le Mali a un nouveau gouvernement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé l'équipe du Premier ministre Boubou Cissé hier. Elle comprend 37 membres, dont plusieurs personnalités de l'opposition. D'après le bureau du chef de l'État, il s'agit d'un gouvernement de large ouverture qui fait suite à la signature le 2 mai dernier d'un accord de gouvernance entre la majorité et certains partis d'opposition. Pour un décryptage de cette actualité, j'accueille Sékou Tangara, directeur de l'information à Africable Télévision au Mali, chaîne partenaire de VOA Afrique. Il nous rejoint via Skype de Mopti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jacques Aristide. Un gouvernement d'ouverture avec l'arrivée d'opposants. Ce cabinet de Boubou Cissé est-il inédit au Mali ? Bon, pas tout à fait inédit parce qu'on se rappelle les anciens présidents Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré, chacun en son domaine avait tenté de pareilles expériences. Amadou Toumani Touré avec ce qu'il avait appelé le consensus et Alpha Omar Konaré avec son PSPR. C'est des expériences qui se sont plus ou moins soldées par des fortunes diverses. Et là, le caractère inédit, peut-être pour répondre favorablement à votre question, c'est le temps que le Premier ministre Boubou Cissé a pris
Près de 2 semaines pour de larges consultations au niveau de toutes les forces vives de la nation. Si caractère inédit, ça peut être un peu à ce niveau-là. Alors justement, Sékou, pourquoi le chef du gouvernement a-t-il déployé autant d'efforts pour former une telle équipe? Et politiquement parlant, qu'en tire également le président Ibeka? Politiquement, le président Ibrahim Boubacar Keïta tire 2 avantages. Le premier, c'est d'avoir avec lui certains ténors de l'opposition qui ont eu déjà même à critiquer sa gouvernance. Je vais citer par exemple Tébile Dramé qui hérite du portefeuille de la diplomatie et de Oumar Amadoun Diko qui est désormais le ministre en charge du dialogue social. Premier avantage, le président Ibeka a avec certains de ses ex-opposants. Oui. Deuxième avantage, il reprend la main par rapport à tout ce que le Mali a connu il y a 2 ans en termes de grogne sociale. Vous vous rappelez, il y a eu une grève des magistrats de plus de 100 jours ici, une grève des médecins de plus de 100 jours. Aujourd'hui, l'éducation, ça ne va pas. On sait même s'il va y avoir année blanche ou pas au Mali. Et là, les personnes qu'il a choisies semblent être des personnalités clés qui comprennent plus ou moins ces domaines-là. Alors, Soumeilou Boubei Maïga, le prédécesseur de Boubou Cissé, a démissionné avec tout son gouvernement après le massacre de Peul à Ogosagou et une série de manifestations contre la gestion de l'État. L'équipe de Cissé va-t-elle pouvoir relever ce défi sécuritaire parmi tant d'autres défis, bien évidemment? Oui, si l'on se réfère au profil désormais de la personne qui occupe le ministère de la Défense, le général de division Daïrou Dambélé, qui est un homme de terrain, on dit qu'il est très respecté par la troupe. C'est peut-être quasiment la première fois que le président Ibeka, depuis son mandat, a choisi, mais son dévolu sur un militaire en action. Daïrou Dambélé était en 2012 chef d'état-major général des armées. Il était récemment inspecteur en chef de l'armée. Il est en contact avec les militaires sur le terrain, parce qu'il y a une déphasage ici entre la montée en puissance de l'armée dont parlent les autorités et la posture de ces militaires sur le terrain, avec des revers que l'armée a connus. Donc on peut dire que le nouveau ministre de la Défense, à travers ce nouveau gouvernement, est là pour redorer le blason, pour mettre les choses au point à ce niveau-là. Sékou Tangara, vous êtes directeur de l'information à Africable Télévision et vous étiez en direct de Mopti, en reportage là-bas. Je vous remercie. Merci. Ailleurs en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, le verdict est tombé au terme d'un procès très médiatisé. Le chef religieux musulman, Cheikh Béthio Thioune, a été condamné ce lundi à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre de 2 de ses disciples, meurtre commis en 2012 par d'autres disciples. En traitement médical en France, le religieux mouride a été reconnu coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Plus d'une dizaine d'autres prévenus ont également été condamnés à des peines similaires. Offensive diplomatique contre offensive militaire en Libye. Le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale annonce une tournée des capitales européennes au lendemain de l'appel de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, à redoubler d'efforts pour conquérir la capitale Tripoli. Le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez El-Sarraj, rencontrera le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, demain matin. La chancelière allemande Angela Merkel à Berlin dans la soirée, puis le président français Emmanuel Macron mercredi à Paris. Une visite en Grande-Bretagne est également envisagée dans le cadre de cette tournée qui vise à réunir des soutiens contre ce qu'il appelle l'agression du maréchal Haftar. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire de la seconde partie de votre journal. C'est un lieu qui fait la une des journaux du Bénin depuis la semaine dernière. La Pinjari, parc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement béninois veut faire davantage pour le protéger. En Libye, un jeu de combat qui fait fureur auprès des militaires du GNA, le gouvernement d'union nationale. Pendant la pause, ils jouent à PUBG, un jeu très connu en ligne. En football, on connaît l'affiche de la Coupe de la CAF et ce sera un choc entre Marocains et Égyptiens. Tous les détails à venir. C'est lundi et vous l'avez deviné, c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré, l'homme qui nous apprend tellement. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. On se rend tout de suite au Ghana où le nouveau laboratoire d'intelligence artificielle de Google a officiellement ouvert ses portes à Accra. Le centre développera des solutions innovantes pour résoudre divers problèmes du continent africain. Moustapha Cissé, c'est le nouveau directeur. Il nous parle ici de l'importance d'un tel centre pour le continent. La capacité de prédire est d'une importance cruciale, elle est essentielle à l'intelligence et nous essayons de reproduire la même chose avec les machines à l'aide de techniques d'apprentissage statistique. La technologie en général joue un rôle énorme en Afrique. Ce n'est pas la panacée, cela ne résoudra pas tous les problèmes, car il est évident que vous avez besoin de beaucoup de choses différentes. Mais je crois que ces types de technologies peuvent permettre d'autres solutions dans différents domaines. Alors Jacques, pour rappel, le centre de recherche, des centres de recherche similaires existent déjà dans le monde. On parle justement de Tokyo, de Zurich, de New York et de Paris. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un téléphone. C'est votre focus de la semaine, Arzouma. Tout à fait, Jacques. On se dirige tout de suite vers la Libye où un tout nouveau style d'entraînement militaire voit le jour. Des combattants fidèles au gouvernement d'union nationale utilisent le jeu mobile PlayerUnknown's Battlegrounds pour s'entraîner à Tripoli avant de se rendre au front. Je n'en dis pas plus, on regarde. C'est une journée de repos après les combats au front. Sous un large vent, Abdelaziz et ses camarades, la plupart âgés d'une vingtaine d'années, ont déposé leurs grenades et leurs fusils d'assaut Kalachnikov, rafistolés au ruban adhésif sur une table. Ils ont remplacé leurs armes avec leurs téléphones sur lesquels ils ont repris les combats, dans le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds, un jeu de combat brutal dans lequel le gagnant est le dernier survivant. Dans le jeu, ils choisissent leur tenue de combat et leurs personnages, certains plus colorés que d'autres. Ils sautent des avions avec 100 autres joueurs et sont parachutés sur une île où ils récupèrent des armes et s'éliminent un à un. C'est très intéressant et nous pouvons même apprendre des astuces à appliquer au front ou regarder comment ramper, comment s'entraîner. C'est motivant d'y jouer avant de nous rendre au front. Autour de la table, on entend les premiers crépitements de coups de feu émanant de leur téléphone. Sans jamais quitter leurs écrans des yeux, les jeunes hommes se parlent comme au combat. Ils font partie d'un bataillon qui combat les forces de Khalifa Haftar aux côtés d'autres forces pro-gouvernementales à Ain Zahra, un district de la banlieue sud de Tripoli. Bien que pour Abdelaziz, ses adversaires virtuels soient les mêmes que les soldats d'Haftar contre lesquels il se bat dans les rues d'Ain Zahra, le jeu a une différence fondamentale avec la réalité. Il y a une grande différence entre la vie réelle et le jeu. Dans le jeu, quand tu meurs, tu peux reprendre une nouvelle partie. Dans la vraie vie, c'est fini. Le jeu vidéo multijoueur en ligne est l'un des plus populaires au monde avec plus de 360 millions de téléchargements. Le Parlement irakien a voté le mois dernier l'interdiction de ce jeu pour incitation à la violence. Ce jeu a également été interdit au Népal et dans l'État indien de Gujarat. Alors Jacques, il faut préciser que le jeu a été développé et publié par PUBG Corporation. C'est une filiale de la société sud-coréenne de jeux Bluehole. C'est également le jeu vidéo le plus vendu sur Xbox One avec près de 8 millions de copies vendues.
Ils sont vraiment accros, hein. Accros. Bon, quand même, comme loisir, peut-être il fallait trouver autre chose. Mais bon, folie d'invention pour terminer, Arzouma. Tout à fait, Jacques. Nous allons à la découverte du roi Louis. Pas le monarque, mais le robot. Il a été créé par la compagnie Newbotics et contrôlé grâce au code des chercheurs de l'université de Brigham Young. Le roi Louis est un robot gonflable, léger, peu coûteux et très facile à fabriquer. En plus, il est prévu d'être envoyé dans l'espace. Le fait qu'il soit gonflable lui permet d'ailleurs d'atteindre des zones délicates en matière de recherche, de sauvetage, d'aider des personnes âgées ou handicapées ou même de travailler sur des satellites dans l'espace, comme je le disais tantôt. Il prend très peu d'espace puisqu'il se plie à plat pour un transport facile. C'est entre autres ce qui a attiré l'attention de la NASA qui a financé le projet. Voilà, Jacques, les chercheurs disent aussi que l'objectif principal de Roi Louis, c'est d'aider justement les gens dans leur vie quotidienne. Par contre, cela prendra encore 5 à 10 ans avant que la technologie ne soit disponible. Parfait, merci bien Arzouma, j'aime bien la technologie, mais là il nous faut quand même un grand bol d'air frais. Restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs, restez avec nous. Alors, au nord du Bénin, éléphants, lions et antilopes se promènent paisiblement dans la savane du parc national de la Pendjari, un parc qui fait l'actualité ces jours-ci après la disparition de 2 touristes français. Mais la Pendjari, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, est le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Cette aire protégée est également le fer de lance d'une nouvelle initiative visant à stimuler le tourisme au Bénin. Dili Diko. Il est 7 h du matin dans le parc national de la Pendjari. Les animaux se réveillent. Les singes se lavent, les éléphants étanchent leur soif, les antilopes se dégourdissent les jambes. Ici, c'est le domaine des animaux. La discrétion est le maître mot si vous souhaitez pouvoir les observer. Tous les animaux sont dans leur état naturel. On ne fait rien pour appâter les animaux, on ne fait rien pour, comme dans d'autres parcs où il y a le tourisme de masse. Ici, c'est encore vraiment naturel, c'est encore du sauvage. Le parc national de la Pendjari s'étend sur 4700 km². Il a été créé il y a 50 ans et pendant très longtemps, il a souffert du braconnage et d'une mauvaise gestion. Pour protéger le parc et ses animaux, la présidence béninoise s'est associée à une organisation à but non lucratif, African Parks, pour restaurer la faune et la flore et pour former environ 60 rangers. Cette initiative a pour objectif de faire du parc l'un des joyaux de l'écotourisme au Bénin. Il s'agit de conservation, il s'agit de revitalisation, de reboisement et ensuite, bien sûr, d'aménagement de cet espace pour en faire un outil touristique et un outil touristique à la fois pour l'économie béninoise mais aussi pour l'économie locale. En comparaison avec d'autres réserves majeures d'Afrique australe et de l'Est, le parc national de la Pendjari est relativement inconnu. Il y a environ 100 lions, des léopards et des guépards. Mais ces grands félins ne sont pas faciles à repérer. C'est impressionnant de voir tous les animaux. Hier, on a vu des lions même le soir. Et bien que il faisait presque noir déjà, c'était impressionnant de savoir tout simplement qu'il y a un lion tout près. La nouvelle direction du parc espère attirer entre 6 000 et 10 000 visiteurs par an au cours des 5 prochaines années. Il est de retour après des petites vacances bien méritées. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour un tour complet de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous amis sportifs. Très ravi de vous retrouver. Jacques le disait en titre, les Égyptiens du Zamalek et les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane sont les finalistes de la Coupe de la Confédération face à Berkane et en ballottage favorable après leur succès 2-0 lors du match aller. Les Tunisiens du CS Sfaxien ont pris l'eau dans un stade municipal de Berkane bouillant. Score final 3-0 et en finale, les Marocains affronteront les Égyptiens du Zamalek qui se sont eux contentés d'un match nul sur la pelouse de l'Étoile du Sahel. 0-0 après leur victoire 1-0 à l'aller, le 19 mai en aller et le 26 en retour. Eh bien, l'un des deux clubs tentera de soulever pour la première fois le trophée de la Coupe CAF. Les buts de Berkane ont été inscrits par le Marocain Omar Namsaoui, le Burkinabé Issoufou Dayo et le Togolais Kodjo Laba. Suivons ce dernier.
C'est le courage et la détermination. On n'avait rien à faire avant le match parce qu'on avait perdu 2-0 et on s'est mobilisé, on s'est encouragé à mettre dans la main et on a fait un grand match, j'espère, aujourd'hui. Et on a eu la chance de marquer un peu plus tôt dans le match et voilà, on a remporté ce match. On reste concentré encore, il reste encore 2 matchs aller-retour, donc à nous d'être concentrés pour pouvoir faire quelque chose de très très historique. Mécontents après leur élimination, les joueurs du CS Sfaxien ont tabassé l'arbitre Maguette Ndiaye qu'ils accusent de partialité. Le Sénégalais a été roué de coups par les Tunisiens à la fin du match, comme vous le voyez sur cette vidéo amateur. Le CS Sfaxien ne devrait pas, en principe en tout cas, échapper à des sanctions de la CAF. Et voilà, une fois de plus, le club tunisien a affiché une mauvaise image du football africain. Football toujours, mais cette fois-ci en Europe, Mohamed Salah est forfait contre Barcelone. L'attaquant égyptien ne sera pas de la partie demain pour la tentative de comeback de Liverpool contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Le club anglais avait perdu 3-0 à l'aller. Salah s'est blessé après un choc samedi dernier en match de championnat contre Newcastle. En plus de l'Égyptien, Liverpool devra aussi faire sans le Brésilien Roberto Firmino et le Guinéen Naby Keïta, dont la saison est terminée pour cause de blessure. De leur trio d'attaque habituel, eh bien, les Reds ne pourront compter que sur le Sénégalais Sadio Mané. Athlétisme, pour finir, Eliud Kipchoge veut passer sous la barre des 2 heures. Le Kenya va retenter de parcourir les 42 km du marathon en moins de 2 heures. La date de cette nouvelle tentative n'est pas encore décidée, mais devrait intervenir fin septembre ou début octobre prochain. Le champion olympique de Rio 2016 avait déjà tenté de réaliser le même défi en mai 2017. Il n'avait alors échoué qu'à 25 secondes des 2 heures abritées par une voiture qui lui donnait le tempo, logiquement bien sûr. Une performance non homologuée par l'I2AF compte tenu de ces conditions. Kipchoge, on le rappelle, a récemment remporté le marathon de Londres pour la 4e fois en 2 heures 2 minutes 37 secondes. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci bien, Yacouba. Demain. Et cap sur le Nigeria pour terminer. Les autorités de la ville de Kano se rassemblent dans la mosquée centrale de la ville pour superviser les mariages de quelques 1500 couples à l'heure où les musulmans entament ce lundi leur jeûne du mois sacré du Ramadan. D'après les chiffres officiels, l'état du Kano, c'est dans le nord du pays. Eh bien, cet état a le taux de divorce le plus élevé du Nigeria, principalement en raison de la pauvreté, du chômage et de pratiques culturelles, ce qui a amené le gouvernement de l'État à organiser des mariages gratuits pour encourager les gens à se mettre en couple. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit. Très bonne soirée.